Géographie, Memento, commentaire de cartes topographiques, résumé des notions et sujets types pour les BCPST-TB, les CPGE littéraires, les CAPES et agrégations. Ouvrage coordonné par Cédric Allemand, coécrit par Pierre Denma, Catherine Dubrana, Marion Mar, Julien Moreau et Tiffaine Robert. Chapitre 8, les territoires de vide. Une fatalité ou une chance pour la France? Introduction. Une civilisation du plein? Point d'interrogation. Aborder la France par les territoires du vide revient à changer totalement de paradigme géographique. En effet, les études de géographie, d'économie ou d'aménagement ont tendance à se focaliser sur les pleins, les pôles, les concentrations de population ou d'activité, les flux dominants, les axes majeurs, autant d'éléments qui sont les plus visibles et semble-t-il les plus structurants des sociétés. C'est oublier qu'entre les mailles des réseaux existent des zones dont la logique n'est pas celle de la concentration de population ou d'activité, mais celle de la diffusion, de l'à côté, de l'isolement, parfois de la marge. La perception de ces lieux est souvent négative, ou pleine de commisération. Le vocabulaire commun rend compte de cela. Rural profond, hyper-ruralité, au fin fond de la Lozère, un trou perdu, que même la toponymie reprend en une multitude de lieux tels que désert, bout du monde ou cul-de-sac. Dans ces espaces, les opérations d'aménagement consistent à relier, désenclaver, redynamiser, requalifier, voire sauver ces zones qui échapperaient au développement ou à la modernité. Cependant, quand on observe ces territoires de plus près, on y trouve une très grande diversité de phénomènes, avec des activités originales, des modes de vie défendus par les populations et une attractivité démographique nouvelle. La compréhension de cette diversité suppose d'élaborer des indicateurs, comme la densité, permettant d'identifier ces territoires du vide. L'étude des densités de population propose des seuils, créant une échelle des espaces vides qui comprend les déserts qui bordent le Koumen, l'ensemble des terres habitées, avec moins de 1 habitant au kilomètre carré. Pour la France, cela concerne essentiellement les outre-mer, comme la forêt guyanaise ou les TAAF, soit les terres australes et antarctiques françaises. Les espaces de très faible peuplement avec moins de 10 habitants au kilomètre carré, par exemple le plateau ardennais ou les Grands Causses, et ceux de faible peuplement avec moins de 50 habitants au kilomètre carré, qui correspond à une grande partie des espaces ruraux français. Bien évidemment, ces éléments statistiques sont relatifs à un contexte géographique donné. Ainsi, l'Aisne peut-elle sembler vide entre guillemets, 72 habitants au kilomètre carré, par rapport à Paris, 20 641 habitants au kilomètre carré, alors qu'elle apparaît comme un espace densément peuplé comparé à la Lozère, 14,8 habitants au kilomètre carré. Il faut noter qu'avec 105,5 habitants au kilomètre carré, la France métropolitaine est, en Europe, l'un des pays les moins denses si on le compare à l'Allemagne, 236 habitants au kilomètre carré, l'Italie, 202 habitants au kilomètre carré ou le Royaume-Uni, 275 habitants au kilomètre carré. D'autres critères peuvent nous permettre d'affiner l'analyse. La densité des aménagements, transports, services, lieux de pouvoir, la structure de l'activité dominante, l'agriculture provoquant de faibles densités par l'utilisation des superficies pour la production, contrairement aux activités de bureaux qui peuvent s'intégrer aux zones d'occupation, ou l'attractivité d'un espace par ses flux de population et d'activité. Analyser les territoires du vide consiste donc à observer avec attention les variations démographiques, l'apparition de quelques maisons isolées, avec le mitage, le déploiement d'activités diffuses, les patrimoines environnementaux ou sociaux, tout en analysant les politiques publiques qui les aménagent ou parfois les oublient. 1. Les territoires du vide naissent d'un déséquilibre spatial. Le vide n'est pas une fatalité inscrite dans la topographie, c'est un phénomène construit qui s'observe à différentes échelles. 1.1. À l'échelle nationale, une géographie duale. Paris et le désert français. En croisant une approche géographique et historique, on comprend qu'il y a deux géographies, entre guillemets, et peut-être deux histoires qui structurent la France. D'une part, on observe un espace d'une très grande diversité avec une multiplicité de langues. Roger Brunet, dans Trésor du terroir, explique que l'ensemble de la toponymie métropolitaine est issu de 11 langues. De culture, caractérisée par une certaine mobilité de petits groupes de population qui se sont diffusés dans des espaces peu peuplés. Les zones forestières, les moyennes montagnes, les arrière-pays entre guillemets. Roger Brunet, Trésor du terroir, les noms de lieux en France, CNRS édition 2016. Cette géographie se lie dans la diversité des pays, des noms de lieux et des traditions, dans la multiplicité des communes, 34 935 en 2024, dont plus de 17 000 ont moins de 500 habitants et plus de 2400 moins de 100 habitants, et plus généralement dans tout l'espace rural français. D'autre part,
on observe une géographie de la France qui s'appuie sur la capitale, les métropoles, les grands axes de diffusion des hommes et des activités, les principales vallées, du Rhône, de la Loire, de la Garonne ou de la Seine. Les seuils topographiques, Bourgogne, Poitou, Lauragais, Bapaume, et les grands carrefours hydrographiques, confluences, estuaires, ou routiers. C'est la géographie du pouvoir politique qui tente de contrôler ce territoire complexe, et ce, dès l'époque romaine, avec ses capitales comme Lyon, puis ses villes épiscopales au Moyen-Âge, ses villes royales à partir de la Renaissance et ses préfectures républicaines à partir de la Révolution française. L'émergence de l'État en France se fait par imposition d'une géographie sur une autre. Les grandes phases de structuration politique et économique du territoire, incastellamento au Moyen-Âge, étatisation, révolution industrielle, aménagement du territoire, vont siphonner les espaces intermédiaires et périphériques de manière programmée. Cette géographie de la concentration des hommes, entre guillemets, pour pouvoir les diriger, va aboutir à un déséquilibre spatial majeur, décrit par le géographe Jean-François Gravier dans son célèbre ouvrage de 1947, Paris et le désert français, et à la création de cette France du vide, entre guillemets, marginale, décrite par le géographe Roger Béteille en 1981. Jean-François Gravier, Paris et le désert français, chez Flammarion, 1947, et Roger Béteille, La France du vide, l'ITEC, 1981. Mais le reste du territoire ne disparaît pas pour autant. Il continue d'exister par la conservation et ses traditions, ou par la résistance au centre, opposition, Paris-province, ville-campagne, modernité-ruralité, que l'on peut observer. Des jacqueries médiévales au mouvement ruraliste du Larzac en 1974 ou au Bonnet Rouge en Bretagne et plus récemment aux zadistes. Ces territoires qui servent d'espace refuge comme les Cévennes pour les protestants ou les maquis pour les résistants lors de l'occupation allemande marquent l'histoire de France. Cependant, ces mêmes territoires se transforment en profondeur lors des grandes réformes agricoles, apparition de l'assolement à la fin du Moyen-Âge, mécanisation des années 1960, ou sociale avec l'arrivée des néo-ruraux à partir des années 1970, mais à un rythme différent des espaces centraux. 1.2. À l'échelle régionale, un vide dynamique entre guillemets. L'occupation d'un espace n'est pas un phénomène statique, elle est le fruit des mouvements de population. Contrairement à une idée répandue, la population française est particulièrement mobile, et ce depuis fort longtemps. Migration saisonnière de brassiers ou de manœuvres pour les vendanges, les moissons, migration importante vers les bassins ouvriers, comme celle des Auvergnats, appelés les Bougnats à Paris, ou des diasporas bretonnes et corses, vagues de vacanciers aujourd'hui. Cette mobilité régionale a généré des espaces qui se vident entre guillemets et d'autres qui se remplissent, avec un degré de permanence tout relatif. Ainsi, les campagnes industrielles du nord de la France, Ardennes, Vosges, se vident de leur population au profit des métropoles plus actives. Les zones de moyenne montagne, Morvan, Jura, au profit des grandes vallées, les arrière-pays littoraux, Provence, au profit de côtes attractives. Et dans le même temps, avec une temporalité plus courte, saisonnière ou hebdomadaire, certains de ces espaces vides ou vidés, la haute montagne, les littoraux, la campagne, reçoivent de plus en plus de population. Ces mouvements sont essentiels pour comprendre que la notion de vide est un élément de dynamisation du territoire, plus que de marginalisation. 1.3. À l'échelle locale, un vide systémique entre guillemets. Les zones de faible peuplement concernent essentiellement les zones rurales, même si certains auteurs parlent de vide ou de désert pour des quartiers urbains délaissés. Ce vide systémique correspond au fait qu'un espace rural ne peut générer de très fort peuplement, ne serait-ce que parce qu'une partie de la terre est réservée à l'exploitation agricole. Dès que la croissance démographique franchit un certain seuil, on assiste à un processus d'exode rural. C'est ainsi que les territoires les plus pauvres, les plus difficiles à mettre en valeur, comme les zones de moyenne montagne, se sont vidés de leur population. Alpes de Haute-Provence, Corse, Pyrénées-Orientales, Massif central, centre de la Bretagne, Vosges, Jura, entre autres. Le système rural repose donc sur un peuplement moyen, voire faible. La structure agraire a pu renforcer cela. Ainsi, les zones de grande culture, entre guillemets, intensive, qui nécessitent un faible nombre d'exploitants pour de grandes surfaces cultivées ont, elles, généré de véritables déserts ruraux, comme dans la Beauce, la Brie ou le Berry, au paysage standardisé et souvent marqué par une faiblesse du tissu communal, au point que ces dernières sont obligées de se regrouper pour continuer d'assurer un minimum de services à leur population. La pandémie de Covid-19 aura participé de cette attractivité des espaces ruraux, avec une hausse généralisée des prix de l'immobilier. Néanmoins, cette inflation
révèlent des disparités au sein même de ces territoires. Dans les Pyrénées-Atlantiques, l'augmentation globale est de 9%, mais l'espace littoral est plus prisé que les moyennes montagnes. Ainsi, le prix du mètre carré à Guétary, pour une maison, s'élève à 9 386 € du mètre carré, tandis qu'à Saint-Engrâce, en plein pays de la Soule, le prix est de 1082 € le mètre carré, soit 9 fois moins. Nous avons ici la première figure, un vide démographique au cœur de la zone agricole intensive Beauceronne, cartigène de Neuville-au-Bois, Artenay, 2218 SB. Cette carte est un espace du vide avec 2 communes, 534 habitants sur 85 km², soit 6 habitants au kilomètre carré. On y voit des petits hameaux isolés, et un regroupement de communes, visible via le nom de commune étiré entre plusieurs petits hameaux, qui indique le manque de moyens pour assurer un minimum de services à la population, école, ramassage scolaire ou médecin. Cet espace vide est pourtant bien relié, avec l'échangeur de l'autoroute A10 entre Orléans et Paris. Mais il s'agit d'un espace de grande culture occupé par d'immenses parcelles, céréalicoles. 2. Les territoires du vide ont leur propre logique. 2.1. Enclavement, marginalisation, désertification. Quand le vide se construit. La caractéristique majeure d'un espace du vide est son inaccessibilité ou sa répulsion. L'éloignement par rapport aux grands axes de communication, ou aujourd'hui le fait de ne pas être couvert par un réseau de téléphonie mobile ou par Internet, les zones blanches entre guillemets, sont des facteurs qui expliquent l'absence d'activité et la faiblesse du peuplement. L'exode rural qui a frappé les campagnes à partir de la révolution industrielle, en 1850, la France rurale atteint son pic démographique avec 26 millions de ruraux, a massivement touché le Massif central, les Pyrénées, les Alpes du Sud. La Creuse perd 80% de sa population, entre 1900 et 2000. Le centre de la Bretagne se vide après 1945. L'exode des populations jeunes entraîne le recul, voire la disparition de nombreuses activités, comme la polyculture ou le pastoralisme. L'exode entraîne aussi le vieillissement de la population et la fermeture des services administratifs et médicaux, tribunal, hôpital, école, poste et mairie. De nombreuses communes se retrouvent alors en dessous du seuil de renouvellement de la population, à moins de 200 habitants. On estime qu'un village peine à se maintenir, pour parfois devenir des déserts, comme ces villages fantômes, nombreux dans les Alpes de Haute-Provence. Pour lutter contre cela, de nombreuses politiques publiques ont été mises en place, parfois à grand renfort d'infrastructures, comme l'autoroute A75 et le viaduc de Millau, qui ont désenclavé la zone des Grands Causses. En 2014, le concept d'hyper-ruralité, encore ci-après, a été développé pour rendre compte de ces zones de vide en crise entre guillemets qui regrouperaient 26% du territoire pour seulement 5% de la population. Cette notion illustre la difficulté de ces bassins de vie et propose des solutions pour lutter contre la désertification. Elle est cependant à nuancer, car un grand nombre de ces territoires du vide sont traversés par de nouvelles dynamiques. Définition. L'hyper-ruralité, c'est la ruralité de l'éloignement des individus, l'éloignement vis-à-vis des services du quotidien et l'éloignement vis-à-vis des métropoles, des agglomérations, des pôles urbains ou des bassins d'emploi et de tout centre de décision. La fragilisation de ces territoires s'est accentuée sous le double effet de la décentralisation, qui a conduit l'État à renoncer à sa mission d'aménagement du territoire, et de la métropolisation croissante. 250 bassins de vie hyper-ruraux ont été identifiés. Des départements entiers comme la Creuse, le Lot, le Cantal, l'Ariège, la Lozère, les Hautes-Alpes, la Corse. Des territoires de moyenne ou haute montagne faiblement équipés comme les Alpes du Sud, l'Est des Pyrénées, le Massif central, ou encore des territoires situés aux confins des départements ruraux où l'influence des villes centres est trop faible, comme le secteur limitrophe entre la Vienne, la Haute-Vienne et l'Indre. L'hyper-ruralité se traduit par des centres-bourgs qui dépérissent, des jeunes qui partent vivre et travailler ailleurs, des distributeurs bancaires, stations-service ou pharmacies qu'il faut aller chercher à 10, 20 ou 30 km, des services publics en voie de disparition, des lignes de chemin de fer inutilisables, un fonctionnement aléatoire du réseau téléphonique mobile, sans parler de la 3G ou de la 4G, l'absence de médecine spécialisée ou le fait qu'un accident vasculaire cérébral y est plus létal ou laisse plus de séquelles qu'ailleurs. Fin de l'extrait du rapport Hyper-ruralité de juillet 2014 du sénateur de la Lozère, Alain Bertrand. 2.2 Les territoires du vide et la renaissance rurale. Les contreparties de l'enclavement et de l'isolement sont le faible coût du foncier, ainsi qu'une forme d'attractivité en réaction au mode de vie aggloméré qui est devenu dominant. Ainsi, le tourisme fait de ce vide un enjeu économique majeur, dans les zones périurbaines comme à Marne-la-Vallée ou sur les versants nord des massifs alpins, pour les stations de sport d'hiver.
De même, des zones industrielles apparaissent dans de nombreuses communes rurales, là où l'emprise au sol des bâtiments industriels n'a presque pas de coût et où les grandes infrastructures de transport sont accessibles. Ainsi, on constate une inversion démographique en France à partir des années 1970. Une partie des territoires ruraux qui se vidaient se mettent à recevoir de la population après un siècle de déclin. Cela commence par un solde migratoire positif qui se voit dès le recensement de 1982, puis par un solde naturel qui devient lui aussi positif. Le géographe Bernard Kaiser, qui fait le bilan de ce phénomène en 1990, parle de renaissance rurale entre guillemets. L'arrivée de ces néo-ruraux qui fuient la ville s'accompagne aussi de nouvelles activités industrielles d'abord, puis de plus en plus liées aux services voire aux nouvelles technologies. Ces espaces du vide attractifs entre guillemets, même s'ils sont nombreux, ne couvrent pas l'ensemble du territoire. Cela concerne essentiellement les littoraux, les hautes montagnes, certaines campagnes bien reliées aux axes de transport, comme la Sologne avec l'installation des usines Matra. Cela concerne aussi certaines campagnes à fort patrimoine architectural ou gastronomique, comme le Périgord ou le Limousin qui attirent de nouveaux résidents notamment britanniques. Il serait déjà 30 000 résidents permanents dans cette zone, auxquels il faut ajouter autant de résidences secondaires. Pour la source, Bernard Kaiser, La Renaissance rurale, sociologie des campagnes du monde occidental, chez Armand Collin, 1990. Par exemple, à Eymet, au sud de Bergerac, sur les 2501 habitants, en 2024, 15% sont des Britanniques. Leur installation a bouleversé l'économie locale, enrayant la désertification qui guettait la ville. Plus de 20% des élèves d'Eymet sont britanniques, ce qui contribue au maintien des écoles. L'aéroport de Bergerac accueillait chaque année, avant les restrictions liées à la Covid-19, 285 000 passagers, contre 16 000 en 2002. Des vols réguliers sont assurés en provenance ou à destination de nombreuses villes anglaises, Londres, Southampton, Manchester, Bristol, entre autres. En 2024, sur 16 destinations desservies, 10 d'entre elles le sont pour l'Angleterre. C'est donc toute l'économie régionale qui bénéficie de l'installation de ces néo-ruraux. Enfin, même si l'impact du Brexit a été difficile à mesurer du fait de la pandémie, la commune a perdu 150 habitants depuis sa mise en place effective le 1er janvier 2020. Figure 2, Eymet, un exemple de renaissance rurale au cœur du Périgord. Carte IGN d'Eymet, Castillonnès 1837 SB et de Montségur, Duras 1737 SB. Le village d'Eymet, visible sur la carte, est un ancien village en forme de bastide, valorisé pour son patrimoine architectural. Les villages en bastide sont organisés selon un plan orthogonal et généralement une place au centre et des habitats resserrés, réunis en pâtés d'immeubles rectangulaires. Eymet, village au cœur du Périgord, a connu une croissance de 50% depuis les années 1970. 15% de la population est britannique, on nous rappelle. Autour se sont construites des infrastructures sportives, terrains de football à gauche et de cricket à droite. On observe aussi une extension de l'habitat par mitage des anciennes zones rurales vides. Les habitants viennent chercher une aménité paysagère avec le lac de l'Escourou. Ensuite, la partie 2.3, les activités spécialisées des territoires du vide, commence avec la figure 3, qui est une carte du complexe hospitalier, psychiatrique, et des maisons de retraite au cœur du vide, en Creuse. Carte IGN de la souterraine Saint-Vaury 2129 SB. On y voit un immense complexe hospitalier, isolé, et Saint-Vaury, une commune rurale de la Creuse au milieu d'un territoire du vide. Dans ces espaces devenus déserts, des activités spécialisées se développent. Elles sont caractérisées par un besoin de s'exclure des zones de concentration. Cela peut se faire pour des raisons de sécurité, c'est le cas des camps militaires, ou pour les usines d'armement comme Matra, qui fabriquent ses missiles au cœur de la forêt de Sologne. Pour des raisons économiques, comme l'agriculture qui a besoin de grands espaces non bâtis, ou pour des raisons de faible coût du foncier, grandes plateformes logistiques, ou les 5 méga-entrepôts entre guillemets que développe aujourd'hui le géant américain Amazon à Saran, Montélimar, Chalon-sur-Saône, Beauvais ou Louvain-Planck, et qui représentent 336 000 mètres carrés. Les zones peu peuplées ou isolées reçoivent aussi les activités dont les pôles ne veulent pas. Les déchetteries, les zones de stockage de déchets nucléaires, les industries à risque. Cela concerne aussi les populations, qui sont marginalisées comme les personnes âgées, les handicapés ou les patients des hôpitaux psychiatriques. Par exemple, alors que le département de la Creuse est l'un des moins peuplés de France, il accueille un grand nombre de centres pour personnes âgées,
31 EHPAD, de résidences pour handicapés ou hôpitaux spécialisés avec souvent un décalage important entre la taille de la commune et la capacité des bâtiments. Pourtant, en Limousin, la Creuse est le département qui possède le moins d'EHPAD. On en trouve 45 en Corrèze, 41 en Haute-Vienne, soit 117 pour l'ensemble du Limousin. À ces activités marginales entre guillemets, il faut adjoindre la plupart des activités de loisirs de plein air, dont la chasse, et de nombreuses formes de tourisme, l'écotourisme et le tourisme culturel, qui constituent une part importante de la richesse produite sur le territoire et peuvent même représenter un potentiel développement pour les années à venir. 3. Les territoires du vide représentent un enjeu essentiel pour la France. Les territoires de faible peuplement regroupent la majorité du territoire et ils reçoivent de plus en plus de population. Loin de constituer un handicap pour la France, ils offrent des ressources importantes et originales. 3.1 Un enjeu de développement. Les activités industrielles, ou certains services, ont besoin d'un foncier important et peu coûteux pour se développer. Les territoires du vide répondent à cette demande en servant de réservoirs d'espace, notamment pour accueillir des activités, dont militaires, ou des infrastructures à forte emprise au sol, à l'image des autoroutes, des voies ferrées à grande vitesse ou les aéroports internationaux, comme celui spécialisé pour le fret à Châteauroux, dont l'activité a été multipliée par 3 depuis la pandémie de Covid-19, avec la mise en place de ponts aériens liés au fret sanitaire. Par exemple, depuis 1993, se tient le débat concernant le troisième aéroport de Paris qui, s'il devait être créé, se situerait en pleine zone de vide à 100 km de Paris, soit dans la Somme, soit en Brie, soit en Beauce. Ces immenses espaces sont de véritables ressources pour l'agriculture, mais aussi pour l'énergie, avec le développement de parcs éoliennes ou de fermes de panneaux solaires dans ces zones à faible contrainte. Vient ensuite la figure 4, la Champagne-Crayeuse, un espace de vide productif qui accueille des activités stratégiques, camp militaire de Suippes et de Mourmelon, carte IGN de Châlons-en-Champagne, Suippes, 2913 SB. Cette carte montre simplement les zones agricoles intensives, avec de grandes parcelles, ainsi que les deux camps militaires, celui de Suippes et celui de Mourmelon. 3.2 Un enjeu d'identité et d'équité territoriale. L'aménagement de la France depuis 50 ans, tout en remodelant le territoire, a eu pour effet le renforcement des logiques de fragmentation et le rejet de plus en plus marqué des centres. Paris qui perd de la population, les villes moyennes donuts, voire carte de Châtellerault, au centre désertifié, la crise identitaire et politique qui se repère par l'abstention électorale et la montée des extrêmes dans les zones où les populations se sentent exclues des centres. Tous ces éléments en sont des exemples pertinents. Dans ce contexte très particulier, les territoires de vide attirent plusieurs types de populations, de manière temporaire ou permanente. Ils favorisent la mobilité au sein du territoire, car ils sont aujourd'hui, pour la plupart, accessibles. D'espaces répulsifs, ils sont devenus des territoires attractifs, permettant un nouveau mode de vie idéalisé pour des populations d'origine socio-culturelle variées. Du fait de leurs qualités environnementales et patrimoniales, ces territoires permettent le maintien ou la reconstitution d'identités locales. Cela soulève d'ailleurs la question de ces identités renouvelées. S'agit-il d'une projection, parfois fantasmée, des néo-ruraux ou s'agit-il de la redécouverte d'anciennes identités ? Cela dépend évidemment des territoires concernés. L'exemple de la Corse est à ce titre intéressant. Il s'agit de la région la moins peuplée de France métropolitaine, 39 habitants au kilomètre carré. Le centre de l'île semble l'espace le plus isolé. C'est pourtant à Corte, 7485 habitants en 2024, carrefour de vallée au cœur de la montagne, que l'université de Corse a été créée. Autour de cette ville symbolique, les villages de moins de 50 habitants se maintiennent, car ils représentent le lien que les familles entretiennent avec leur territoire d'origine. Souvent, un nom de village correspond à un nom de famille. À l'appui, la figure 5, un espace du vide identitaire, le Pieve de la Giovellina, Cartigène de la Corte, Monte Cinto, parc naturel régional de Corse, 4250 OT. Dessus apparaît la zone centrale du Pieve, qui montre la sociabilité entre les trois villages, le toponyme la Croix de l'Arbitre, présence d'un lieu religieux, l'oratoire, et équidistance entre les trois villages, le montre. L'ancien centre du Pieve est en ruine, plus haut avec Pieve ruine, indiqué sur la carte. Le paysage corse traditionnel avec ses maquis, bergeries, patrimoine religieux, non transformés et protégés, marque le paysage. Enfin, les trois villages de moins de 50 habitants, mais dont la population est stable depuis 2000 apparaissent sur la carte. Cette attractivité soulève enfin la question de l'équité territoriale, car l'égal accès aux services d'intérêt général n'est pas assuré
alors même que de nouvelles demandes voient le jour, maternité, enseignement, culture. Cette question se pose autant pour les zones qui continuent d'être enclavées, comme les bassins de vie hyper-ruraux, que pour celles qui connaissent une renaissance rurale. Garantir l'accès aux services sur l'ensemble du territoire est un facteur de cohésion territoriale. 3.3. Un enjeu patrimonial et mémoriel. L'accélération des transformations sociétales et spatiales crée des inquiétudes dans la population et rend de plus en plus difficile la capacité à comprendre la façon dont la France s'organise. La nécessité de ménager entre guillemets les lieux, de protéger ou de conserver les paysages est devenue essentielle face à tous ces bouleversements. À cet égard, les territoires du vide constituent déjà, depuis longtemps, des respirations entre guillemets, dans une France qui est l'un des pays les plus aménagés au monde. Les grands parcs et réserves nationaux, toutes les opérations de conservation du littoral ou de forêt domaniale, les classements à l'UNESCO des friches industrielles du Nord, de la gastronomie, de paysages, de la forêt de Fontainebleau au lagon néo-calédonien, ainsi que les RICE, Réserves internationales de ciel étoilé, comme celle du Pic du Midi, participent d'un processus de patrimonialisation du territoire français qui concerne de plus en plus de territoires du vide. Parce que les transformations s'y opèrent à un rythme beaucoup plus lent, ces espaces rendent possible une patrimonialisation dans la durée qui permet leur fonction mémorielle, comme dans la forêt du Mort-Homme et ses communes sans habitants, voire carte de Verdun, ou à Oradour-sur-Glane. Cet enjeu patrimonial et mémoriel questionne l'avenir de ces territoires, avec comme difficulté l'équilibre à trouver entre les dynamiques démographiques, nouvelles populations, nouveaux besoins, et les logiques de conservation qui ne doivent pas déboucher sur une muséification de portions entières de l'espace. Vient ensuite la figure 6, Oradour-sur-Glane, un espace muséifié où le vide incarne la fonction mémorielle. Cartigéenne d'Oradour-sur-Glane, Brigueuil 1930 SB. Sur cette carte, on peut voir l'ancien village entièrement détruit par les Allemands le 10 juin 1944. Il est conservé en l'état. Le vide est maintenu à titre mémoriel. Le nouveau village, reconstruit à côté de l'ancien, ne vit que du tourisme mémoriel, deux musées, le cimetière et le village martyr. On note que les zones de vide de ce département rural est peu peuplée de la Haute-Vienne, servie de refuge ou de maquis à la résistance. Conclusion, oser le vide. La France rurale est un territoire qui recèle de nombreuses ressources. Les zones du vide ou désertifiées se lancent dans des formes revisitées de territorialité, les pays, ou d'économie, le retour des produits du terroir, fruit d'une mise en valeur extensive aux antipodes des logiques imposées par les zones de plein, entre guillemets. Une grande partie du patrimoine rural reste sous-exploitée, mais la redécouverte des territoires ruraux, facilitée par les réseaux de transport ou de communication, mais aussi une certaine crainte de l'évolution du monde, amène la population française à s'intéresser au potentiel important que représentent ces espaces de faible peuplement. En mars 1994, dans la revue Sciences humaines, le géographe Jacques Lévy écrivait un article intitulé « Oser le désert, des pays sans paysans », dans lequel il proposait d'assumer la fin des espaces agricoles et ruraux, de resserrer le tissu urbain pour éviter une périurbanisation excessive et d'accepter des déserts de population qui ne serviraient que d'écrins écologiques ou touristiques aux urbains. À l'inverse de cela, il semblerait qu'au XXIe siècle, la France ose le vide, au sens où les populations osent habiter le vide. Quelques repères. La densité moyenne en France métropolitaine est de 105,5 habitants au kilomètre carré et la densité rurale moyenne est de 35 habitants au kilomètre carré. Depuis 1970, la France connaît une renaissance rurale dans les espaces éloignés des centres urbains. Dans les espaces hyper-ruraux, 26% du territoire métropolitain, vivent 6 millions de Français. Leur relation au vide reste un handicap. Enfin, pour le numérique, retrouvez toutes les ressources numériques du chapitre sur www.lienmini.fr/213133-6nume-8. Sujet type. Un territoire du vide identitaire. Monte d'Oro, Monte Rotondo, Parc naturel régional de Corse, échelle 1/25 millième, 4251 OT. Localisation et caractérisation. La carte est située dans la Méditerranée, en Corse, en contact entre la Corse hercynienne et la Corse alpine. Limite en deçà des monts, le Cismonte, et au-delà des monts, le Pumonti, Pumonti, au sud et à l'ouest de la carte. Massif du Monte Rotondo,
Pieve de Venaco au centre, Rogna à l'est, Talcini et Corte au nord, Cruzzini au sud-ouest. Vallée du Vecchio, du Tavignano, du Golo et gorge de la Restonica, dans la collectivité territoriale de Corse. La carte est structurée en deux espaces, le massif du Monte Rotondo et ses retombées, et le sillon central, de Corte à Vizzavona à l'est. Mémo, pensez à définir espace du vide, territorialité, identité. Problématique. En quoi cet espace vide au centre de la Corse constitue-t-il un territoire identitaire? 1. Un espace de faible peuplement, caractéristique de la montagne corse. Un espace aux faibles densités. Corte, plus grande ville de la carte, ne compte que 7300 habitants en 2015. La densité moyenne est de 2,2 habitants au kilomètre carré. L'habitat est groupé dans de petits villages comptant généralement moins de 100 habitants. Une haute montagne au paysage somptueux. Hautes altitudes, sommet le Monte Rotondo à 2622 mètres et le Monte d'Oro à 2388 mètres. Lac de cirque glaciaire, comme le Melo. Vallée encaissée, la gorge de Restonica, avec des cours d'eau en vasque. Enfin, une végétation étagée caractéristique des paysages corses, le maquis en deçà de 800 mètres d'altitude et la forêt jusqu'à 1500 mètres d'altitude. 2. Un espace du vide exploité et protégé. La montagne est un château d'eau, nombreux lacs, retenues d'eau, l'Izzolla, des sources captées, les fleuves, Golo et Tavignano, et des rivières. Pourtant, la ressource en eau s'amenuise. Agro-silvopastoralisme, qui met en valeur l'étagement de la végétation. Le maquis est l'espace de pâturage pour les ovins, avec des bergeries. Zone de haute montagne pour la transhumance, avec les estives. L'écobuage est pratiqué sur la forêt de façon à créer des pâturages. Sud de la forêt, de Valdugniello, avec des bergeries au centre et des zones défrichées. Des activités récréatives et touristiques, qui s'appuient sur des paysages variés, montagnes, cours d'eau, cascades des Anglais, forêts, maquis. Tourisme estival, avec le GR20, l'escalade, le canyoning. Et loisirs d'hiver, avec la petite station de sport d'hiver de Castello di Vergio. Le PNR, enfin, créé en 1972, un acteur de la protection visant le développement des activités traditionnelles, tout en protégeant l'environnement corse. 3. Un espace carrefour à forte identité territoriale. Carrefour de vallées et axes de communication. Les routes nationales 193 et 200. La voie ferrée reliant Bastia à Ajaccio. Les deux principaux cols de Corse, le Vizzavona, point de passage entre Ajaccio et Bastia, et Vergio, qui permettent le lien entre Sismonte et Pumonti. Un espace du vide identitaire entretenu. Toponymie corse, les noms de villages correspondent souvent à un nom de famille. Exemple, Muracciole. Les Pieve sont des territoires d'une communauté de villages qui fonctionnent autour d'un clan. Un centre historique enfin, politique et administratif de la Corse, Corte. Corte est l'ancienne capitale de l'île et est un berceau de l'identité corse. Elle est un carrefour entre la N193, N200 et la voie ferrée reliant Bastia et Ajaccio, à la confluence de plusieurs vallées. Elle accueille l'Université de Corse, environ 4000 étudiants, du fait de son ancien statut de capitale de l'île. La ville connaît un essor démographique. Corte a gagné 1139 habitants entre 1999 et 2018. Conclusion, un espace du vide qui est mis en valeur, exploité et protégé, devenant un emblème de l'identité corse. Ce sujet est accompagné de deux figures. La première, Corte, un centre politique et administratif au cœur de la montagne corse. On y voit le centre administratif avec la sous-préfecture, la capitale historique avec le musée de la Corse, la fonction stratégique ancienne avec la citadelle de Corte, le centre administratif avec un hôpital. La capitale historique montre aussi des traces visibles avec l'université de Corse, créée en 1765 et rouverte en 1981. Des casernes militaires bordent la ville. La ville est à la confluence de trois vallées, Tavignano, Orta et Restonica, et les voies de communication s'y croisent. Pour la figure 2, organisation sociale et mise en valeur traditionnelle d'un territoire du vide identitaire en Corse, on nous montre sur une carte la montagne comme ressource avec une retenue d'eau, un barrage plus bas, qui a la montagne comme source donc, des sources captées, encore plus bas, l'agro-silvopastoralisme à diverses altitudes de la montagne fournissant les ressources en eau, et plus bas, les Pieve, de petits villages, moins de 150 habitants,
interdépendant et relié par la D223. Le sujet est accompagné de 2 documents. Le premier, le patrimoine au secours des agricultures familiales, éclairage méditerranéen. Source Caroline Tafani et Al, revue Tiers-Monde, volume 220, numéro 4, 2014, pages 137 à 158. Il s'agit d'un extrait de texte et d'une photo de fromage tirée de la fromagerie de Muracciole. Au tournant des années 1970, nous dit-on, l'économie de l'intérieur de la Corse repose sur une agriculture familiale considérée comme archaïque et inadaptée aux évolutions de l'agriculture européenne. Renucci, 1970 pour la source. S'appuyant sur la dynamique du riacquistu, les acteurs ruraux initient la relance de produits spécifiques, vin, miel, broc de chou, huile d'olive, farine de châtaigne, et des savoir-faire associés encore présents dans les villages. La démarche se construit sur un registre à la fois identitaire et économique. Tadei et Antomarchi, 1997 pour la source. La requalification des produits et de leur qualité, la conception et la stabilisation des modèles techniques, se doublent autant d'une recherche de nouveaux débouchés commerciaux que d'une réflexion collective sur le sens et le contenu du patrimoine entre guillemets et le resserrement des liens sociaux autour d'identités socio-territoriales renouvelées. Une vingtaine de produits identitaires entre guillemets font aujourd'hui la réputation de l'agriculture corse, parmi lesquels 11 produits sous appellation d'origine et 7 autres en cours d'instruction par les services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, l'INAO. Si l'enjeu de la production identitaire est aujourd'hui pris en compte par les élus et les autorités publiques, cela engendre des politiques et des dispositifs d'encadrement qui tendent à renforcer un mode d'organisation suivant une logique de filière pensée à l'échelle de l'île et qui tend à effacer la pluralité des terroirs. Le succès des produits corses dépend largement d'une clientèle touristique mal informée, ce qui menace l'authenticité des produits. L'exemple de la charcuterie. 90% de la charcuterie corse vendue sur l'île est fabriquée à partir de carcasses importées de France, d'Europe, de l'Est, de la Chine, provenant de porcs élevés de façon industrielle. Cet exemple montre bien que les composants du patrimoine, et en tout premier lieu l'origine des matières premières utilisées, peuvent être remises en doute. Enjeu du document. L'activité agricole s'appuie sur un réseau de villages et de familles visibles sur la carte. L'omniprésence de bergeries montre le dynamisme de l'activité agro-sylvo-pastorale. On observe un lien entre cette activité et le tourisme. De nombreuses bergeries sont reliées aujourd'hui par les chemins de randonnée. L'activité traditionnelle met en valeur l'espace du vide, touriste à la recherche de l'identité corse. Cette identité s'inscrit dans une perspective de développement durable. Le PNR protège autant les terroirs corses que l'environnement. Cet espace du vide reste fragile, avec une démographie très faible. Face à l'essor du tourisme et face à la prise en compte de cette fragilité par les pouvoirs publics locaux et nationaux. Pour protéger cette identité, des éleveurs corses ont par exemple formé le syndicat de défense et de promotion des charcuteries de Corse, Salameria Corsa, pour défendre la création d'une AOC, afin de protéger cet élément patrimonial. Depuis 2012, 3 produits charcutiers ont obtenu une AOC, le jambon sec de Corse, la copa de Corse et le lonzo de Corse. Document 2, la cascade des Anglais, source tripadvisor.fr, consulté en 2024. On y voit une photo de la cascade, avec de nombreux baigneurs installés sur les rochers. Enjeu du document. La cascade des Anglais a pris ce nom en raison de la forte fréquentation des Britanniques au XXe siècle, montrant le caractère ancien du tourisme en Corse, y compris dans le centre qui reste accessible grâce aux axes de communication, près du col de Vizzavona. Cette cascade est typique des vasques, les hydrographies caractéristiques de la montagne corse, qui sont aujourd'hui prisées et fortement fréquentées par les touristes en période estivale. Le vide en Corse est donc attractif pour sa beauté paysagère mais aussi pour son caractère identitaire. Les questions types. 1. Qu'est-ce qu'une forêt territoriale ? Il s'agit d'une ancienne forêt royale publique gérée par l'État, dont la gestion a été transférée à la collectivité territoriale corse. Elle est sous contrôle de l'ONF. Il s'agit d'une forêt fragile, à fort risque d'incendie, protégée par les forestiers sapeurs de Corse. 2. Quelles sont les essences d'arbres constituant la forêt ? La forêt est constituée de pins lariccio, de pins de corté, de châtaigniers et de bouleaux. 3. De quel type d'espèces végétales le maquis est-il constitué ? Le maquis est composé d'arbousiers, de bruyères, de chênes verts et de pins maritimes. 4. Quel est le rôle du PNR dans la région ?
Il a pour mission de permettre le développement simultané des activités traditionnelles, l'élevage, et des activités touristiques, tout en veillant à la conservation de l'environnement. 5. Quel est le personnage historique lié à cet espace? Pascal Paoli, originaire de Corté, est à l'origine de la première République de Corse en 1755. 6. Qu'est-ce que l'agrotourisme ou agritourisme? C'est une forme de tourisme rural qui s'intéresse aux paysages, aux pratiques sociales et aux territoires agricoles. Les exploitations agricoles sont souvent à l'origine de ce développement en proposant des services aux touristes en complément de leur activité. 7. Quelle est l'AOP fromagère en Corse? Il s'agit du brocciu, fromage de brebis traditionnel, BRO-2CIU. 8. Quel est le lien entre l'exposition du versant et l'élevage? Dans la plupart des cas, les bergeries sont situées sur les versants sud, à Sullana, en raison d'un meilleur ensoleillement et d'une plus grande abondance des végétaux. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujets possibles, paysages et identité en Corse. Carte IGN, Corté, Montecinto, Parc naturel régional de Corse, 4250 OT. Autre sujet possible, les dynamiques d'un espace en déprise. Carte IGN, Mont-Lozère, Florac, Parc national des Cévennes, 2739 OT. Autre sujet possible, le vide constitutif de l'identité corse. Carte IGN, Monte Renoso, Bastelica, Parc naturel régional de Corse, 4252 OT. Enfin, dernier sujet possible, la mise en valeur d'un espace du vide. Carte IGN, Cap Corse, 4347 OT. Vient ensuite un focus sur l'eau en Corse, une ressource menacée. Face au changement climatique, la ressource en eau en Corse tend à s'amenuiser. Le risque de sécheresse pourrait s'aggraver dans les années à venir en raison de la baisse de la pluviométrie et de l'augmentation de la demande, tant pour l'agriculture que pour les usages domestiques et touristiques. Pour faire face à cette dernière, le pompage dans les eaux souterraines, les aquifères, est de plus en plus important. Outre la rareté de l'eau, la vétusté des réseaux d'adduction d'eau en Corse entraîne une perte estimée à environ 80%, et la Corse accuse un retard dans la construction de barrages et autres retenues d'eau, ce qui pose la question d'une gestion durable de cette ressource. Cette diminution des ressources en eau pourrait mettre en péril des activités économiques de l'île qui restent très dépendantes de l'agriculture et du tourisme, extrêmement gourmands en eau, avec par exemple le golfe de Sperone près de Bonifacio. Pour limiter les sécheresses devenues récurrentes en Corse ces dernières années, les pouvoirs publics sont obligés d'imposer des restrictions de plus en plus tôt dans l'année. Autre sujet type, un territoire de vide en déprise. Fumay, FUMAY, échelle 1/25 millième, 3008 SB. Localisation et caractérisation. La carte est située dans le nord-est de la France, dans le massif ancien des Ardennes, vallée de la Meuse et de la Semois, à la frontière franco-belge, dans la région Grand Est, département des Ardennes. La carte est structurée en deux espaces. Le premier, les vallées encaissées et industrielles de la Meuse et de la Semois, qui fixe le peuplement et les activités. Semois, S-E-M-O-Y. Le deuxième espace, les plateaux vallonnés et forestiers des Ardennes aux faibles densités. Mémo pensait à définir territoire du vide et déprise. Problématique, une périphérie devenue une marge. 1. Un espace frontalier périphérique. Un espace frontalier longtemps fermé et stratégique. Frontière avec la Belgique, qui a pu servir de point d'entrée dans de nombreuses batailles, 1870, la Seconde Guerre mondiale, d'où sa sécurisation, sa fermeture et l'absence de grands axes routiers pour la traverser. Un espace forestier du vide qui a eu pour fonction celle de glacis. La carte est quasiment intégralement recouverte de forêts, dont certaines sont exploitées de manière intensive sur les plateaux, avec des layons géométriques et de nombreuses scieries. La sylviculture, qui nécessite peu de main-d'œuvre et de vastes espaces, accentue la faible densité. Les vallées de la Meuse et de la Semois, une périphérie qui était intégrée et dynamique. L'industrialisation ancienne a créé ce territoire. Industrie extractive, ardoisière à Fumay et lourde avec des fonderies. Le long de la Meuse, associée aux lignes de chemin de fer, aux gares de triage et entourée de cités ouvrières. 2. De la périphérie à la marge, la marginalisation des Ardennes. Une désindustrialisation qui touche tous les secteurs d'activité. Les industries lourdes ont quasiment toutes fermé. Délocalisation des fonderies en Asie. Les reconversions vers l'automobile sont fragilisées par de nouvelles délocalisations. L'espace sur la carte étant isolé, peu d'axes rapides, anciens glacis, forêts,
Les relocalisations sont absentes et les entreprises de pointe s'installent davantage à Charleville-Mézières. Les Ardennes est pourtant l'un des départements les plus industrialisés de France, pour 20% de la population active contre 12,4% pour la moyenne française. Cette désindustrialisation laisse d'immenses friches industrielles, avec de fortes emprises foncières, comme aux Hautes-Rivières, à Monthermé et à Fumay, avec des usines, gares de triage, canaux délaissés et bâtiments d'extraction, en plus de sites pollués, aux métaux lourds. La désindustrialisation conduit à une hémorragie démographique. L'absence d'autres activités ne permet pas de fixer les populations, absence d'habitat pavillonnaire et donc d'extension urbaine, signe de déprise de l'habitat, absence de lycée, densité moyenne sur la carte, 48 habitants au kilomètre carré et 2 habitants au kilomètre carré sur le plateau. 3. Face au dépeuplement, des tentatives de redynamisation limitées. Une reconversion industrielle limitée par la difficile gestion des friches. Leur ampleur dans l'espace rural les rend particulièrement coûteuses. Les petites communes n'ont pas de capacité d'investissement et sont financièrement très touchées par le départ des industriels. La baisse de la population empêche la création de nouveaux équipements, dont centres culturels, ou d'ensembles immobiliers, car devenus non rentables. S'ajoutent à cela les coûts de dépollution. La création d'intercommunalités est la seule option pour donner quelques moyens aux élus locaux. Une frontière peu valorisée qui reste très difficile d'accès, uniquement avec des petites routes, ce qui réduit la possibilité de travail transfrontalier et d'échange. L'héritage du rôle de glacis est encore trop présent. Le tourisme vert connaît un développement récent. Les méandres de la Meuse et de la Semois, l'encaissement des vallées, les falaises, la forêt, produisent des paysages remarquables, susceptibles d'être valorisés. Des aménagements récents ont été réalisés. Parcs avec tyroliennes, camping, centres de vacances, GR, pistes cyclables le long de la Meuse. PNR des Ardennes en 2011 enfin. Cependant, les infrastructures d'accueil restent limitées et le tourisme vert souffre de l'absence de produits de terroir. Conclusion, une périphérie devenue une marge aux potentiels environnementaux réels mais peu développés. Ce sujet est accompagné de deux figures. La première, une périphérie fermée par la frontière et la forêt. C'est une carte qui met en avant un espace du vide, avec un seul village sur le plateau nord et des hameaux très isolés. Pas d'axe rapide pour y accéder. Densité sur le plateau, 2 habitants au kilomètre carré, pour rappel. On y voit aussi une forêt domaniale productive avec de nombreux layons géométriques. On parle de route forestière de la papeterie et présence de scieries à Haybes, Haybes. Des zones protégées ont été créées sur le plateau pour tenter de valoriser l'espace. La frontière juste au nord a été longtemps fermée par l'absence d'axe de transport. Enfin, c'est un territoire, un glacis, marqué par des conflits avec des maquis, un mémorial et le chemin des Américains. Il s'agit d'une ancienne route construite par les Américains pour ravitailler leurs troupes en 1917. La figure 2, entre marginalisation et tentative de redynamisation de la vallée de la Meuse, nous montre la vallée encaissée avec ses méandres et la frontière qui renforce l'isolement. La ville de Fumay sur cette carte comprend des zones d'activité pour une tentative de reconversion économique à côté des premières industrialisations avec fonderie et ardoisière qui a façonné le territoire avec des cités ouvrières et un chemin de fer pour le désenclavement. 5 anciennes ardoisières et mines laissent encore d'immenses friches polluées. Quelques industries lourdes se maintiennent, notamment fonderie et fabrication de matériaux de construction qui sont en difficulté. À l'est et sur les hauteurs, on trouve une vallée encaissée avec des plateaux boisés qui offrent des paysages remarquables. La création d'un PNR vise à valoriser un tourisme vert. Quelques anciennes carrières, qui demandaient une activité à forte main-d'œuvre, y a aujourd'hui disparu. De nombreuses ardoisières ont été requalifiées en parcs de loisirs avec tyroliennes géantes et voies vertes pour le Transardennes. Mise en valeur touristique également du patrimoine environnemental mais peu d'infrastructures d'accueil. Ce sujet est accompagné de 2 documents. Le premier, Évolution démographique des Ardennes depuis 1968, nous montre un graphique et un tableau. Le graphique, avec l'évolution de la population totale, montre celle des Ardennes et de la Champagne-Ardenne. Là où la population de la Champagne-Ardenne demeure particulièrement stable de 1975 à aujourd'hui, avec un solde quasiment neutre, la population des Ardennes diminue progressivement pour passer de 309 380 habitants en 1968 à 269 000 aujourd'hui. Et la diminution n'a fait que s'accentuer, passé 1999 et 2010.
Le tableau à côté montre la part de population en fonction de son âge en 2014 et en 2020. Pour une population totale passée de 279 715 en 2014 à 269 000 en 2020, le taux de 0 à 14 ans est passé de 18,6% à 17,5%, les 15-29 ans de 16,4% à 15,5%. Pour les plus âgés, ceux de 60 à 74 ans sont passés de 16% en 2014 à 18,9% en 2020, et pour les 75 ans et plus, de 9,6 à 9,9%. Enjeu du document. Les Ardennes perdent des habitants de manière continue depuis 1968. Il s'agit d'une crise démographique structurelle. Baisse très régulière de 37 535 personnes entre 1968 et 2014, soit une perte de plus de 10% de la population, alors que dans le même temps, la population française a augmenté de 32%. On observe un vieillissement de la population puisque les plus de 60 ans passent de 15,5% de la population à 18,3%. Cela montre que les départs sont surtout ceux des actifs. Ce vieillissement pourrait à terme accentuer la crise démographique avec un solde naturel moins important. Les projections de l'INSEE en 2023 prévoient 191 000 habitants pour 2070. Document 2. 3 exemples de friches industrielles à Deville. Source: Observatoire des friches, Préfecture des Ardennes, dernière mise à jour en 2017. Extrait: La fonderie Lacroix, photo ci-contre en 2009, avec une photo de la friche industrielle Fonderie Lacroix en Champagne-Ardenne. Est créée en 1912 par Octave Lacroix. Elle est spécialisée dans la production de pièces pour l'automobile. Vidée de ses machines lors de la Première Guerre mondiale, elle reprend son activité en 1920. Des extensions sont construites dans les années 1930 et 1970. La fonderie ferme définitivement ses portes en 1998. Inoccupé depuis cette date, le site menaçait de tomber en ruine. Les bâtiments ont été en partie rasés en 2010. La communauté de communes Meuse et Semois a créé une bande de stationnement soutenue par un mur grillagé le long de la voie de circulation. Le reste du terrain demeure nu pour le moment. Ensuite, la fonderie Curie-Charrier. L'usine est située entre la voie ferrée reliant Monthermé à Revin et les bords de la Meuse, entièrement en zone inondable. La fonderie Curie-Charrier s'est implantée en 1864 sur les terrains désaffectés des ardoisières de l'Espérance. Elle se spécialise dès 1900 dans la fabrication de cylindres d'automobiles. L'usine de chaudronnerie Hénon remplace la fonderie jusqu'à sa fermeture en 1999. Depuis 2008, l'entreprise de construction métallique Chaudronnerie Boussin a repris une partie des bâtiments. Une autre partie du site était occupée par la casse automobile Beretta, qui a désormais cessé son activité. Enfin, la fonderie Gustin, établie au lieu dit Le Calvaire, est construite en 1872. Elle est successivement la propriété de Nonon, Mahun, puis Marteleur et compagnie, et enfin des établissements Gustin. Le site est repris par la fonderie L'Union de Rennes-Ouest dans les années 1970 et opère des modifications dans le bâti. Elle ferme vers la fin des années 1980, début des années 1990. Les bâtiments restent à l'abandon, avant d'être occupés en 1993 par une entreprise de récupération de métaux. Les bâtiments ont été rasés très récemment. Le terrain, actuellement nu et clôturé, peut présenter un enjeu paysager d'entrée d'agglomération. Enjeu du document. Repérer les fonderies sur la carte. Situées dans une petite commune de 1041 habitants, elles occupent une grande partie du territoire de la commune. La plupart de ces fonderies datent de la fin du XIXe siècle et ont presque toutes cessé leur activité au même moment, dans les années 1990, après des séries de plans sociaux. Certaines ont d'abord été reconverties, mais les échecs montrent l'ampleur de la crise économique. Aucune des friches n'est aujourd'hui entièrement requalifiée, ce qui montre les difficultés économiques du territoire pour gérer la requalification. L'intercommunalité apparaît comme une solution pour gérer ces friches, communauté de communes, Meuse et Semois, en plus du coût de la requalification et de la dépollution. Les acteurs locaux sont confrontés à la gestion de l'aléa d'inondation. Les questions types. 1. Quels sont les différents usages de la forêt des Ardennes et leurs évolutions? Cette forêt a connu des défrichements au Moyen Âge. À partir du XIXe siècle, le charbon de bois est utilisé pour la métallurgie. Sont alors plantés des épicéas, notamment sur les terres les moins fertiles, ce qui permet aussi le boisage des mines. La forêt a pu aussi être un atout dans la défense du territoire français, rendant celui-ci moins franchissable, notamment pour la bataille des Ardennes en 1944, 1945, le maquis, etc.
Aujourd'hui, la forêt est productive grâce à une relance de la filière bois-énergie pour le développement d'énergie durable et récréative avec le tourisme vert et sportif. 2. Quel est l'emblème des Ardennes? Il s'agit du sanglier des Ardennes, que l'on trouve dans la forêt des Ardennes. Cet emblème a été immortalisé sur une aire d'autoroute de l'A34 en 1993, avec l'installation par le conseil départemental du plus grand sanglier au monde, entre guillemets, 14 mètres de long et 10 mètres de haut, appelé Winick. Celui-ci fait l'objet d'une marque déposée depuis 2008, en symbolisant le Made in Ardennes. Il permet la vente de nombreux produits dérivés. 50 000 visiteurs par an vont admirer l'œuvre de 50 tonnes d'acier. 3. Quels sont les autres départements français touchés par le dépeuplement? Entre 2013 et 2023, 29 départements ont perdu des habitants. Les plus touchés sont la Nièvre et la Martinique, baisse de 0,9% par an, suivi de la Haute-Marne, moins 0,8% par an, ainsi que des Ardennes, de l'Indre, de la Meuse et de la Guadeloupe, moins 0,7% par an. Quelle est la spécialité de la ville de Fumay? Fumay est surnommée la capitale de l'ardoise. L'extraction de l'ardoise remonte au XIIe siècle. Elle a connu un maximum de 800 ardoisières, qui se sont arrêtées en 1971. Aujourd'hui, certaines font l'objet d'une patrimonialisation, avec des visiteurs et des randonnées sur ce thème. 5. Dans Un balcon en forêt, Julien Gracq, Gracq, décrit les formes topographiques de la vallée de la Meuse. Qu'a-t-il pu décrire? Il décrit une vallée méandriforme, fortement incisée par des flancs très abrupts, commandement entre 200 et 250 mètres. Sur les hauteurs de ces flancs se trouvent des plateaux boisés très vallonnés. Les méandres forment parfois des boucles, comme à Fumay et Monthermé, au paysage caractéristique. À côté de cette question, on trouve une photo de la boucle de la Meuse à Monthermé. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujet possible, un territoire qui se vide, Cartigène, Chaumont, Bielle, BIESLES, 3118 SB. Autre sujet possible, lutter contre la déprise, Cartigène, Saint-Dizier, Pargny-sur-Saulx, 3015 SB. Autre sujet possible, forêts et espaces du vide en Argonne, Cartigène, Saint-Manehoux, Valmy, 3013 SB, Manehoux, MENEHOULD. Autre sujet possible enfin, quel avenir pour un espace du vide en déprise, Cartigène, Révin, Rocroi, Maubert-Fontaine, 2908 SB. Enfin vient un focus, l'indice et le potentiel de mutabilité des friches industrielles, un outil pour rendre les territoires plus attractifs. Afin d'aider les acteurs locaux à gérer les friches industrielles, l'État a lancé un observatoire des friches permettant d'établir un diagnostic sur le potentiel de mutabilité des friches, qui indique le niveau de facilité ou de complexité exigé pour réhabiliter la friche. Il est exprimé en pourcentage. L'indice de mutabilité présente les futures destinations, les plus ou moins adaptées à la friche, entre développement urbain, patrimonialisation, développement de l'activité économique ou évolution agro-environnementale. Cet outil permet ensuite aux acteurs locaux de prendre les meilleures décisions de requalification. L'Observatoire des friches des Ardennes a été lancé en 2017. Il permet d'obtenir des données sur chaque friche. Par exemple, celle de la fonderie Curie et Charrier montre un faible potentiel de mutabilité et un indice plutôt tourné vers le développement économique ou une végétalisation. La patrimonialisation paraît peu propice pour ce site et le développement urbain compliqué en raison de la pollution. Ce focus est joint d'une capture d'écran de quelques chiffres de l'Observatoire des friches sur Deville, Fonderie, Curie et Charrier, propriétaire privé, surface du site 5828 m², surface bâtie 3120 m², pollution supposée, diagnostic DDT, potentiel de mutabilité 36%. Autre sujet type, un espace du vide aménagé et productif. Mailly-le-Camp, échelle 1/25 millième, 2815 E. Localisation et caractérisation. La carte est située dans le nord-est de la France, bassin parisien, Champagne-Crayeuse, dite Pouilleuse, entre Troyes et Châlons-en-Champagne, dans la région Grand Est, sud du département de l'Aube et nord du département de la Marne. La carte est structurée en deux espaces, la plaine ondulée, parfois vallonnée, agricole, avec des open fields, au nord et à l'ouest. Deuxième espace, les collines boisées au sud-est, encadrées par le camp militaire de Mailly. Mémo, pensé à définir espace du vide, aménagé et productif. Problématique. La Champagne-Crayeuse, un vide structurel aménagé et productif, mais à l'équilibre fragile. 1. Un vide lié à la structure agraire intensive. Champagne signifie pays de champs ouverts.
dite anciennement pouilleuse, car les sols crayeux sont peu fertiles. À partir de 1945, de grands déboisements et défrichements facilités par la plaine sont effectués. Quelques résidus visibles avec le toponyme bois. Pour une mise en culture grâce à la mécanisation et au recours massif aux intrants chimiques. En résulte un espace très peu peuplé, 11 habitants au kilomètre carré et 7 villages de moins de 200 habitants sur la carte. Une région de grande culture intensive qui favorise de grands espaces dépeuplés. Open fields aux immenses parcelles géométriques issues des remembrements, bâtiments agricoles, silos, hangars de très grande dimension. Production intensive de plein champ, pommes de terre, céréales, oléagineux et protéagineux. Une production intégrée aux IAA et exportée, avec la féculerie à Haut-Simon, des usines de déshydratation à Montépreux, village qui contient plus de bâtiments agricoles que de maisons. Les produits sont exportés par les axes rapides, A26, N77 et aéroport de Paris-Vatry. 2. Un vide aménagé. Le développement d'activités spécifiques aux espaces vides. Installation d'un très grand camp militaire qui a donné naissance à Mailly-le-Camp, baraquement militaire dans le village et zone d'entraînement avec abri dans la partie boisée. Espace isolé qui devient un espace du secret. Camp en extension, ce qui dynamise la région. Aménagement par les collectivités locales d'une plateforme multimodale comprenant un aéroport de fret et passagers, low cost, à Vatry, l'A26, la N77 et une zone logistique. Cet aménagement est permis par la faible densité, le faible coût du foncier et favorise les exportations des produits des IAA. La production d'énergie aussi, puis de pétroles anciens et implantation d'immenses champs éoliens. Marne, Pas-de-Calais, Somme, Aisne, premiers départements éoliens. Les champs éoliens ne sont pas visibles sur la carte, qui est trop ancienne. 3. Une ruralité en quête d'identité. Une impossibilité de développement d'autres activités. La présence du camp sur 12 000 hectares interdit l'installation d'activités sur une très grande surface. Les restrictions pour des installations autour du camp sont également très fortes pour des questions de sécurité. L'identité rurale est menacée par une agriculture intensive qui entraîne une standardisation des paysages, open field, village-rue avec silos et usines et éoliennes. Peu attractive. Absence de typicité, plaine très exposée au vent, ce qui accentue le vieillissement de la population. Aucun collège et seulement une école sont sur la carte. La pollution des sols, liée à l'utilisation massive d'intrants chimiques, avec des sols crayeux, menace à long terme ce système productif et donne une image négative au territoire, renforçant sa faible attractivité. Un fort risque de déprise enfin, car l'activité militaire implique une dépendance aux stratégies de l'État, risque de fermeture, qui dépendent elles-mêmes d'un contexte géopolitique instable. Le peuplement militaire est un peuplement contraint et non choisi, pour une durée déterminée. Les populations n'ont pas vocation à s'installer dans la durée. Conclusion, un espace du vide aménagé et productif mais qui dépend d'acteurs extérieurs et dont les dynamiques sociales et environnementales n'assurent pas un avenir pérenne. Ce sujet est accompagné de deux figures. La première, une plateforme multimodale dans un espace du vide structurel, avec les immenses parcelles géométriques de 180 hectares et 157 hectares, issues des remembrements. C'est une agriculture intensive à faible main-d'œuvre, tout en ayant une emprise foncière forte. À cette exploitation, il faut associer les silos et la gare de triage au cœur du village. La production de pommes de terre aussi, liée aux IAA, avec la féculerie le long de la N4. Sur cette carte de Somessous et ses alentours, on trouve deux villages-rues, plus au nord, de 150 et 70 habitants, très peu peuplés, et une absence de rurbanisation. Faute de typicité, on ne trouve que quelques bois résiduels avec des toponymes de vignes ou prés, signe d'une polyculture révolue. Enfin, en plus de la N4, on trouve l'échangeur de la N77 pour se rendre à Paris via la A26, avec un péage et un chemin de fer de fret, offrant une bonne desserte pour le transport de marchandises. Au nord, l'aéroport de fret et de passagers a aussi une forte emprise foncière. Le lieu comporte aussi une zone logistique, avec une plateforme multimodale. Pour la figure 2, un vide structurel aménagé pour des activités qui nécessitent l'isolement, au risque d'une trop faible activité, on a une carte centrée sur Mailly-le-Camp, avec une attractivité réduite, pas de collège, et le village de Mailly qui se retrouve coupé en deux. Le camp militaire est bien visible sur la carte, avec ses baraquements. La moitié des habitations de Mailly concerne un peuplement contraint, à durée déterminée. L'immense camp militaire de 11 900 hectares
est situé dans la zone vallonnée et boisée, ce qui lui confère un isolement et favorise sa discrétion. On observera tout de même, comme sur la figure précédente, les open fields aux immenses parcelles géométriques, une standardisation de paysages peu attractifs, les silos et une gare de triage, aménagement pour la culture intensive, et enfin l'A26 et une voie ferrée, qui donne une très bonne accessibilité surtout pour le fret et le transport militaire. Ce sujet est accompagné de 2 documents. Le premier, Aéroport de Vatry, les bons chiffres du fret, est un extrait de l'Union, le 15 janvier 2018, site consulté en 2022. L'aéroport de Vatry affiche des chiffres intéressants pour l'année 2017, propriété du conseil départemental de la Marne, qui a repris la gestion en régie depuis l'été 2016. La plateforme aéroportuaire a accueilli 110 216 passagers l'an passé. En plus de l'arrêt définitif de AAA, la compagnie Click and Fly, qui avait repris de juin à octobre des rotations avec Nice, est aussi placée en procédure de redressement judiciaire. Une situation en total contraste avec son activité de transport de marchandises, le fret. D'abord, avec 17 911 tonnes ayant transité par la Marne, 2017 s'avère en progrès de 134% par rapport à 2016, 7 666 tonnes alors. Surtout, depuis 2009, jamais le tonnage de fret n'avait dépassé les 10 000 tonnes par an, 22 442 à l'époque. Et l'entrée en vigueur, début décembre 2017, d'un contrat avec Airbridge Cargo annonce encore une progression de cette activité dans les mois à venir. Le contrat prévoit 2 à 3 vols par semaine entre Vatry et la Chine via Moscou, le hub de la compagnie. Le document 1 comporte aussi une photo de la plateforme multimodale en zone rurale avec des annotations. Cette vue aérienne de l'aéroport de Châlons-Vatry nous montre l'aire de péage de Sommessous au nord, le village de Sommessous avec ses 400 habitants, la féculerie que l'on pouvait voir dans une des figures, l'A26 et l'échangeur, une zone possible d'extension de l'aéroport, une zone logistique, des pistes aériennes et tours de contrôle, et les open fields sur de vastes étendues qui entourent l'aéroport dans cet espace du vide. Enjeu du document. La reprise de l'aéroport par le département montre des difficultés financières et le rôle des acteurs publics pour valoriser cet espace. L'orientation vers le fret et la reprise s'avère efficace avec une nette augmentation du tonnage durant la pandémie de Covid-19. Augmentation sensible du tonnage de fret, 20 424 tonnes entre janvier et septembre 2021. Cela permet d'exporter les productions issues des IAA, voire d'attirer des IAA. Des limites cependant, les importants tonnages de ce fret sont très dépendants de la plus ou moins bonne santé et des choix économiques des compagnies aériennes. Document 2. Un nouveau régiment à Mailly-le-Camp. Source, l'Est républicain, 12 juillet 2016, blason de la commune de Mailly-le-Champ. Nous avons là un extrait de texte et une image du blason juste à côté. Ouvrez les guillemets. Annoncé en janvier dernier, la création à part entière du 5e régiment de dragons, entendez les combattants affectés aux chars et blindés, a été officialisée ce mardi matin. La garnison de Mailly-le-Camp abrite le centre d'entraînement au combat, CENTAC, soit jusqu'alors quelques 900 militaires accueillant de 5 à 7 000 soldats par an pour des exercices axés sur toute forme de combat, du char de bataille aux actions de guérilla. Avec la densification du 5e RD, amené à devenir le plus gros régiment de cavalerie de France, les missions évoluent pour mieux « coller » entre guillemets au contexte géopolitique. Sur le plan local, l'impact sera également important. Les prévisions font état de l'arrivée d'environ 600 familles en 3 ans. Enjeu du document. Le blason de la commune de Mailly-le-Camp rappelle ses 2 vocations, la production céréalière et l'armée. 2 activités qui nécessitent et entretiennent des espaces du vide. La particularité du camp de Mailly, CENTAC, centre d'entraînement au combat, demande un espace particulièrement isolé pour des raisons de sécurité, avec une grande réserve foncière pour tout type d'entraînement. L'accueil d'un nouveau régiment avec 600 familles peut permettre un développement de la commune. Nouveaux services, écoles, collèges, santé, équipements sportifs. Nouveau commerce, ce qui peut engager une nouvelle attractivité au-delà des militaires. Des limites. Il s'agit d'une installation contrainte et non choisie pour une durée déterminée. Ces populations n'ont donc pas vocation à investir durablement dans ce territoire. Leur installation dépend en outre des stratégies de l'État qui fragilisent ces espaces ruraux à vocation militaire. En effet, les camps de cavalerie sont les plus touchés par les fermetures, comme dans le camp de Suippes. Cette arme blindée cavalerie, ABC, étant en effet moins adaptée, ou plus difficilement projetable, aux formes modernes de conflits dans lesquelles la France est engagée. Les questions types.
1. Pourquoi l'installation d'un camp militaire ici? Sa localisation a été décidée en 1902, en raison du faible peuplement et de sa position géographique au nord-est, proche de la frontière allemande de l'époque, tout comme ceux de Suippes et Mourmelon, dans la Marne. 2. Quels autres types d'infrastructures sont liés aux espaces du vide? Les sites d'enfouissement de déchets nucléaires, par exemple Soulaine-d'Huy, dans l'Aube, futur site de Bure, dans la Meuse. Les centrales nucléaires, Nogent-sur-Seine, dans l'Aube. Les industries d'armement, Matra, en Sologne. Certains hôpitaux psychiatriques, les prisons de haute sécurité. Clairvaux, dans l'Aube, cette ancienne abbaye, devenue lieu de détention, a fermé ses portes en mai 2023 pour être délocalisée à Troyes. 3. Comment se sont formés les sols de Champagne-Crayeuse et quelles sont leurs propriétés agronomiques? Ils se sont formés par solifluxion, sous le climat périglaciaire, durant lequel se sont formés les sols de craie. Le dégel de la partie superficielle des sols a entraîné des coulées de boue, qui ont dessiné la forme ondulée des sols crayeux. Ces sols sont naturellement pauvres en fertilisants, manque de phosphore, potassium ou magnésium, d'où l'utilisation massive d'intrants. 4. Quelles sont les propriétés hydriques d'un sol crayeux? Les sols crayeux sont secs en surface car ils ne retiennent pas l'eau, mais la perméabilité de la craie entraîne la formation de nappes aquifères plus en profondeur. Il est donc nécessaire pour cultiver de mettre en place des systèmes d'irrigation qui utilisent les eaux souterraines. 5. Quels sont les grands groupes agroalimentaires présents en Champagne? En Champagne-Crayeuse, on trouve Viveschia, siège social à Reims, Soufflet, siège social à Nogent-sur-Seine, Crystal Union, dans le sucre, dont le siège social est à Villette-sur-Aube et qui distribue la marque Daddy. Sur la côte d'Île-de-France, qui porte le vignoble champenois, sont localisées toutes les maisons de Champagne, Mouette et Chandon, Laurent Perrier, etc. 6. Pourquoi un habitat groupé sur la carte? Il est issu des grands défrichements du Moyen-Âge et du système agraire mis en place à cette époque. Vaines pâtures, assolements triennal, avec des villages-rues et des villages-tas, qui ont facilité la mise en place de la grande culture intensive et du système productif coopératif. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujets possibles. Un espace de vide en déprise? Cartigène, Châlons en Champagne, Marson, de 1914, SB. Autre sujet possible, un espace du vide productif? Cartigène, Esternay, Villers-Saint-Georges, de 1615, SB. Autre sujet possible, aménager les espaces du vide. Carte Hygiène-Noyon, Chauny, de 1510 SB. Enfin, autre sujet possible, la mise en valeur d'un espace du vide en déprise. Carte Hygiène, Ussel, Aigurande, de 1332 SB. Focus. Les camps militaires, opportunités ou contraintes pour le territoire? En France, les militaires, 205 000 en 2024, sont répartis sur des bases aériennes, 27 en 2024, des bases navales, 9 dont 5 outre-mer, des gendarmeries et des camps militaires dont certains occupent un territoire très vaste, 6300 hectares, dont 300 hectares de forêt pour le camp de la Courtine, dans la Creuse. Leur installation peut s'avérer une opportunité pour des espaces souvent peu peuplés. Arrivée de familles, demande de services, maintien de commerce. Néanmoins, l'installation d'un camp à très forte emprise foncière crée une discontinuité majeure dans le territoire et peut générer un conflit d'usage. Par exemple, sur le plateau du Larzac, les habitants se sont mobilisés en 1971 contre l'extension du camp. La lutte a duré 10 ans et s'est soldée par l'abandon du projet. La fermeture d'un camp peut déstructurer un territoire. Par exemple, la fermeture du premier RAMA de Châlons-en-Champagne en 2015 a entraîné le départ de 1000 militaires, 3000 personnes, et laissé une friche de 90 hectares dans la ville. Enfin, il arrive que les camps militaires et leurs dépôts de munitions créent des zones polluées, dangereuses, difficilement réutilisables, comme à Camp de Chemilly, voir photo ci-dessus. La gestion par les acteurs locaux de l'installation et du départ des militaires apparaît donc essentielle pour en faire un levier de développement. Ce focus est donc accompagné d'une photo du camp de Chemilly, où l'on voit simplement un portail qui referme des grilles avec une pancarte terrain militaire, avec une forêt et un herbage derrière le portail clos. Enfin, dernier sujet type, un vide attractif. Sarlat-la-Canéda, Souillac, vallée de la Dordogne, échelle 1/25 millième, 2036 ET. Localisation et caractérisation. La carte est située dans le sud-ouest de la France, zone de contact entre le Massif central et le bassin aquitain, les Causses de Quercy, pays du Périgord noir, de la Bouriane et des Causses du Quercy, vallée de la Dordogne. Dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie,
département de la Dordogne et du Lot. La carte est structurée en 4 espaces. Au sud, la vallée de la Dordogne et ses terrasses alluviales. Pour le deuxième espace, à l'ouest le Périgord, au nord de la Dordogne, les plateaux calcaires du Sarladais. Au sud, le plateau de Bord. Troisième espace, au centre, la Bouriane, espace de transition entre le Périgord noir et les causes de Quercy, qu'on appelle le Gourdonnais. Enfin, quatrième espace, à l'est, la terminaison des causes du Quercy, avec le causse de Martel, aussi appelé pays de Souillac, et l'extrémité occidentale du causse de Gramat, aussi appelé pays de Gramat. Mémo. Pensez à définir vide, attractivité et renaissance rurale. Problématique. Un espace de faible densité, dynamisé et recomposé par une renaissance rurale entre guillemets. 1. Un espace du vide, exploité et aménagé. Une faible densité, un habitat dispersé homogène, mais qui cache des disparités démographiques. Vallée plus peuplée, avec 37,2 habitants au kilomètre carré. Plus peuplée que les communes du Sarladais, 27 habitants au kilomètre carré, hors Sarlat. Des intercommunalités anciennes, Sarlat et la Canéda, fusionnent en 1965, permettent un regroupement des services. Un isolement relatif, une faiblesse des axes de communication, abandon du transport fluvial, aucune route nationale, qui conduit à la création d'un espace de relégation, institut médico-éducatif à Marcillac. Paradoxalement, l'isolement pousse des néo-ruraux à s'installer, recherche d'un environnement préservé, et favorise le tourisme. Enfin, un espace du vide forestier et agricole. Des bois privés et des forêts communales de feuillus sont exploités. Nuciculture, châtaigneraies, truffières, scieries. Une tradition avicole, également, s'y trouve avec le foie gras, qui se diversifie, néanmoins, avec la fraise IGP ou le safran. 2. Une reconnaissance rurale, entre guillemets, nous dit Velasco Graciet, à partir des années 1980. Un désenclavement par les transports, une connexion aux échelles nationales et internationales par les aéroports de Bergerac, vol low cost vers Londres en 1h40, et de Brive. L'A20 relie Brive et Tulle, désenclavant le nord des causses du Quercy, avec l'échangeur à Souillac. Une attractivité pour les populations aisées. L'installation de retraités et de Britanniques crée un marché de l'immobilier florissant. La croissance de la population permet le maintien de services de proximité, voire l'apparition de nouveaux services. Loisirs de luxe comme le golf ou le parc d'attractions de Souillac. Le tourisme gastronomique en Dordogne. Construction d'une identité culinaire du Périgord noir, avec le foie gras et la truffe, autour d'un agrotourisme dynamique. Politique de marketing territorial. 3. Une renaissance rurale qui recompose inégalement le territoire. Une périurbanisation diffuse dans le Sarladais. L'installation de néo-ruraux génère une mutation agricole, vergers, bois, et des recompositions paysagères autour de Sarlat. Une rurbanisation dans les causses, qui profite aux petites communes. Construction de lotissements, mais qui entraîne aussi un mitage des espaces ruraux. Une croissance démographique faible, voire inexistante. Le tourisme muséifie la vallée de la Dordogne. La Bouriane demeure enclavée et tournée vers Gourdon. Conclusion. Un espace du vide original car dynamique, mais dont la renaissance est inégale selon les territoires et dont l'attractivité reste fragile. On peut penser que l'une des conséquences de la crise du Covid-19 avec la mise en place systématique du télétravail est une augmentation importante de l'attractivité de ces territoires du vide. Ce sujet est accompagné de 2 figures. La première, une renaissance rurale, qui passe par la rurbanisation d'un ancien espace du vide, petit village périphérique, de Cazoulès et Lanzac, et qui restructure l'aire urbaine de Souillac. Sur cette carte, on peut voir les nouveaux services, centres commerciaux, collèges, lycées, une croissance démographique qui passe par la rurbanisation, avec des lotissements, autour des petits villages périphériques. On voit le désenclavement avec l'échangeur de l'A20. Des infrastructures récréatives de luxe avec un centre hippique, mais aussi un parc d'attractions. Et enfin une requalification agricole de vergers qui remplace la polyculture. Tout ceci s'établit autour de Souillac, un bourg rural en baisse démographique mais qui concentre de nouveaux services et infrastructures. La figure 2. La périurbanisation autour de Sarlat-la-Canéda, une croissance de la population et des activités, conséquence de la renaissance et de la reconnaissance rurale du Périgord, nous montre la création de nouveaux services, hôpitaux, centres commerciaux, centres équestres, une périurbanisation par mitage de l'espace rural, conséquence de la reconnaissance rurale entre guillemets du Périgord. Le centre regroupe les fonctions administratives, sous-préfecture, palais de justice, école, collège. On observe autour une requalification paysagère avec un reboisement pour les nouveaux habitants,
Une ancienne polyculture, avec les MAS, remplacée par des vergers. Un hébergement touristique, enfin, prend le nom de Les Terrasses du Périgord, pour jouer d'un marketing territorial. Ce sujet est accompagné de 2 documents. Le premier, L'aire urbaine de Souillac, une renaissance rurale inégale. Source INSEE 2024, tableau, recensement de 2008 à 2020. Nous avons donc un document 1A avec l'extrait de carte sur l'évolution démographique des communes du Lot. On peut voir l'évolution annuelle de la population entre 2009 et 2014, avec un pourcentage annuel moyen de plus de 1,5 pour certaines communes dans l'aire d'attraction de Brive-la-Gaillarde, mais aussi autour de Souillac. En revanche, pour la commune même de Brive-la-Gaillarde, et pour certaines communes à l'écart des dynamiques actuelles, la variation de population a plutôt été négative, avec même une diminution d'1% par an pour certaines communes. Le 1B, tableau statistique comparé entre les communes de Souillac et Pinsac, s'arrête sur des données démographiques comparables entre 2008, 2013 et 2020. D'abord pour la population, où Souillac passe de 3864 en 2008 à 3203 en 2020, soit une importante baisse, tandis que Pinsac passe de 727 à 772. Le total des logements a diminué d'une centaine pour Souillac et augmenté d'une quarantaine pour Pinsac. Le nombre de résidences secondaires a baissé dans les 2 cas. Le nombre de CSP+, en pourcentage de la population, passe de 8,8 à 13% pour Souillac. Elle est de 14,6% à Pinsac en 2008, mais les chiffres des années ultérieures ne sont pas connus. La médiane du revenu disponible par unité de consommation en euros passe de 15 851 à 19 500 à Souillac et de 17 612 à 22 100 à Pinsac. Ces chiffres témoignent d'un changement important de la population locale. Quant à la proportion de personnes de plus de 60 ans à Souillac et Pinsac, elle était de 34,3% pour monter à 43,9% à Souillac et passer de 29,6% à 34,9% à Pinsac. Enjeu du document. La renaissance rurale, en citant B. Kaiser, provoque une réorganisation spatiale. Les pôles urbains, Brive, et ruraux, Souillac, se vident alors que les petites communes rurales périphériques, Pinsac, Cazoulès, Lanzac, La Chapelle-Auzac, se rurbanisent. La population de Souillac baisse, mais avec de plus en plus de logements principaux, et moins de résidences secondaires. En revanche, celle de Pinsac augmente, avec la construction de beaux lotissements de résidences principales. Dans les 2 cas, on assiste à une reconnaissance rurale, au sens où les revenus des habitants des 2 communes augmentent, signe d'une forme de gentrification qui passe aussi par un vieillissement de la population. Des retraités s'installent. Les petites communes rurales périphériques, Pinsac, concentrent donc les foyers les plus aisés qui viennent en zone rurale pour profiter d'aménités de qualité, paysages et loisirs de luxe. L'attractivité résidentielle est renforcée par le désenclavement des Causses par la Vin, construite entre 1992 et 2003. Document 2. Faire du vide un atout. Le choix d'une agriculture de qualité, de l'agrotourisme et des loisirs de luxe. Source Hélène Velasco-Graciet, Ruralia, consulté en ligne en 2022. Le document est en 2 parties d'abord. Extrait de l'article La reconnaissance rurale, l'exemple du département de la Dordogne. Confrontés aux difficultés économiques de la petite agriculture, les exploitants agricoles se sont tournés progressivement, d'une part vers des productions de qualité et d'autre part vers l'agrotourisme. D'abord, l'aventure de la qualité, puisqu'aujourd'hui ces productions impliquent presque 30% des exploitations. Elles concernent le vin, appellation d'origine contrôlée, les canards gras, les fraises, indication géographique protégée, et la viande, bovins et ovins, sous label de qualité. Il est à remarquer de plus que ce sont les produits traditionnels entre guillemets, on pourrait parler de produits du terroir, qui sont valorisés. Pour les mêmes raisons économiques, dès les années 1960, l'aventure de l'agrotourisme a été menée. Et fort de quelques pionniers, la tendance s'est affirmée à partir des années 1980 et s'est développée par la suite en privilégiant divers types de produits, comme les gîtes ou l'accueil à la ferme, camping, chambre d'hôtes, ferme, auberge, etc. La partie 2B du document est une capture d'écran du site du golfe de Souillac, sous-titré « Le développement des loisirs de luxe, le Souillac Golf and Country Club à La Chapelle-Auzac ». Enjeu du document. À partir des années 1980, la Dordogne, territoire rural vide et peu développé, devient attractive pour des populations aisées, ce qu'Hélène Velasco-Graciet appelle une reconnaissance rurale. Il s'agit d'une transformation des handicaps, paysages abandonnés,
polyculture en crise, en atout, nature préservée, produits du terroir. Cette attractivité passe par la construction d'un terroir sur lequel s'appuie l'agriculture, transformation d'une polyculture ancienne en produits haut de gamme comme la truffe ou le foie gras, et agrotourisme, le tout valorisé par du marketing territorial. Le paysage agricole traditionnel se transforme, des vergers bien ordonnés remplacent des parcelles de polyculture plus ou moins bien entretenues. Des infrastructures de luxe voient le jour, comme l'immense golfe sur la commune de La Chapelle-aux-Acques, destiné à attirer des populations aisées, souvent britanniques. Ce golfe, créé en 1984, est racheté par des Anglais en 1995 et inaugure un parcours international. 18 trous et 75 bungalows en 2004. Il montre comment un espace du vide, pour peu qu'il soit désenclavé, avec l'échangeur de Lavin à 5 km, peut devenir un espace résidentiel attractif pour une population aisée. Les questions types. 1. Le Périgord est divisé en 4 appellations. Quelles sont-elles? La division du Périgord en 4 pays, entre guillemets, s'appuyant sur des caractéristiques paysagères, est une création à des fins touristiques. Du Conseil général, entre les années 1980 et 1990. Il institue le Périgord noir, feuillage sombre et persistant des chênes verts d'un territoire connu pour ses sites préhistoriques. Le Périgord vert, référence aux forêts et prairies autour de Nontron. Le Périgord blanc, plateau de calcaire blanc de Périgueux. Et le Périgord pourpre, avec les vignobles de Bergerac. 2. Qu'est-ce qu'une gabarre? C'est un bateau à fond plat, autrefois utilisé pour le commerce sur les fleuves de la façade atlantique, Dordogne, Garonne, Charente et Loire. 3. Qu'est-ce qu'une truffière? C'est un terrain planté de chênes ou de noisetiers, souvent aménagé, où poussent des truffes. Ces dernières sont récoltées par un rabassier ou un caveur, à l'aide d'un chien ou d'un cochon. 4. Qu'est-ce que la renaissance rurale? C'est le processus de repeuplement des espaces ruraux en France que l'on observe lors du recensement de 1982, en comparaison de celui de 1975. Il touche d'abord les espaces ruraux à proximité des grandes villes, périurbanisation, mais aussi des campagnes plus isolées par l'installation de populations exogènes, avec la rurbanisation. 5. Quels sont les produits qui bénéficient d'un label de qualité? Plusieurs sont protégés par une IGP, la noix et la fraise du Périgord, le canard à foie gras, l'agneau. Paradoxalement, la truffe ne bénéficie pas de protection, d'où les menaces liées à la concurrence. D'autres produits incarnent le terroir périgourdin, mais ne sont pas classés. Châtaignes et cèpes du Périgord, confits et magrets. 6. Quels sont les sites classés à l'UNESCO? La vallée de la Dordogne est reconnue au titre de réserve de biosphère depuis 2012 et les Causses du Quercy, géoparc mondial, en 2017. L'UNESCO a un impact également sur les produits du terroir périgourdin via le repas gastronomique des Français, entre guillemets, appartenant au patrimoine immatériel de l'humanité. À tout concours, les cartes et sujets proches. Sujets possibles, patrimonialisation et espace du vide. Carte hygiène, Saint-Bosély, Aguessac, Gorge du Tarn, 2640 SB. Autres sujets possibles, les enjeux du désenclavement d'un désert rural. Carte hygiène Pont-au-Mour, 2431 SB. Autres sujets possibles, le Centre-Bretagne, une renaissance rurale. Carte hygiène Huelgoa, Mont d'Arrée, PNR d'Armorique, 0617 OT. Enfin, autre sujet possible, un espace du vide touristique. Carte hygiène Ossian, Valberg, Parc national du Mercantour, 3640 OT. Enfin vient un focus. Le Dordogneshire, une présence britannique incertaine post-Brexit. Un quart des Britanniques résidant en France est installé en Dordogne, jusqu'à 15% de la population d'une commune, comme à Eymet, village le plus britannique de France, entre guillemets. Cependant, l'annonce du oui au Brexit en juin 2016 a jeté le trouble parmi ces résidents favorables à l'Union européenne. L'impact du Brexit sur les territoires ruraux français, comme Sarlat, est à ce jour difficilement quantifiable. Le risque, en effet, serait un départ des Britanniques qui pourrait contribuer à la fermeture de certains services publics et de proximité, écoles, bureaux de poste, boulangeries. Cependant, les premières tendances enregistrées demeurent plutôt positives. En 2019, 4088 citoyens britanniques sont devenus français, soit 25% de plus qu'en 2018. En effet, avant le 31 décembre 2019, toute demande de naturalisation permettait aux Britanniques, encore ressortissants de l'UE, de garder leur nationalité en plus de la nouvelle. Le Dordogneshire reste extrêmement attractif pour les Britanniques, malgré les difficultés générées par le Brexit.